Alors bonjour à tous et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir convié à ce cycle de conférences. Et nous voyons encore ce matin qu'il est ce cycle de conférences est extrêmement intéressant. Surtout vous me faites signe si jamais vous n'entendez pas bien, qu'on puisse régler les choses mieux. Donc je souhaiterais ce matin partager avec vous quelques interrogations sur les normes appliquées en matière de pluriactivité, c'est-à-dire le travail qui est effectué dans plusieurs États membres, travail dans plusieurs États membres qui fait l'objet de dispositions spécifiques à l'article 13 du règlement 883/2004. Alors, ces dispositions suscitent depuis quelques années des débats, notamment sur la manière dont les entreprises peuvent les mobiliser. Et il me semble que l'arrêt Bouygues Travaux Publics, récemment rendu par la Cour de justice puis par la Cour de cassation, montre les difficultés en la matière, puisque vous vous souvenez qu'il s'agissait d'une entreprise qui avait envoyé 400 travailleurs polonais, qui avaient été recrutés en Pologne, mais qui avaient été recrutés par le biais d'une entreprise chypriote, et ces salariés avaient été ensuite détachés auprès de la société Bouygues Travaux Publics pour la construction du chantier de l'EPR à Flamanville. Ces travailleurs ont rencontré diverses difficultés. Il y a eu des difficultés concernant les accidents du travail, les conditions de logement, etc. Mais voilà, leur employeur soutient qu'ils sont régis par le droit chypriote. L'employeur invoque d'abord les règles sur le détachement, et puis, voyant que les règles sur le détachement ne s'appliquent pas, dans l'arrêt qui est tranché par la Cour de cassation française le 4 novembre 2020, l'employeur invoque en conséquence le fait que l'entreprise aurait été régie ici par les dispositions sur la pluriactivité. Et c'est ce changement de fondement qui m'a interrogé, qui doit nous interroger sur ce que sont exactement ces règles sur la pluriactivité. Est-ce que du fait de leurs conditions d'application extrêmement larges, elles ne favorisent pas des formes de contournement? Est-ce qu'elles ne conduisent pas à brouiller ce que sont exactement les frontières avec le détachement? On ne sait plus trop quelles sont les règles à appliquer. La situation d'ailleurs peut être tout à fait corrélée avec les statistiques que nous a présentées lors du dernier séminaire Madame Bernardo, qui montrait une véritable explosion statistique de ces formes de pluriactivité, sans que l'on sache vraiment d'ailleurs à quoi attribuer cette explosion des formes de pluriactivité. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement des sortes de transferts entre le détachement qui devient de plus en plus contraignant et la pluriactivité qui serait plus accueillante? Je crois que cela appellerait des recherches vraiment approfondies et qui seraient très intéressantes sur ces formes de pluriactivité. Mais en tout cas, il me semble que la pluriactivité peut ici assez bien illustrer ce que Alain Supiot a appelé dans un article le supermarché des normes, c'est-à-dire que le droit offre parfois, le droit international spécifiquement, le droit offre une facilité de choix des règles applicables en fonction de stratégies économiques ou fiscales extrêmement complexes, et sans que vraiment ces choix des entreprises soient suffisamment encadrés par le droit. Alors, nous n'avons pas malheureusement beaucoup de temps pour développer ces questions posées par la pluriactivité, mais je vous propose simplement deux aspects pour réfléchir ensemble à ces questions. C'est d'abord de vous présenter quelques rappels sur ce qu'est la pluriactivité et ses frontières, avant de nous pencher sur quelques difficultés qu'elle peut susciter au regard du droit de la protection sociale et du droit du travail. Alors, si on regarde d'abord les caractéristiques présentées dans les textes par la pluriactivité, notamment dans le règlement en dernier lieu 883/2004, c'est l'article 13, ces règles ont pour champ d'application la personne qui exerce normalement une activité salariée, ou une activité non salariée d'ailleurs, dans deux ou plusieurs États. Exerce normalement une activité dans deux ou plusieurs États. Cette formulation est on ne peut plus large puisqu'elle vise des conditions très générales. Évidemment, il faut qu'il y ait une personne physique. Cette personne physique doit avoir une activité salariée ou non salariée qui va se dérouler dans deux États européens ou plus davantage d'États européens donc. Et
la durée n'est pas précisée autrement que par la référence à un exercice normal de l'activité dans 2 ou plusieurs états. On va donc laisser au juge ici simplement le soin d'apprécier si l'activité est une activité, on va dire, exceptionnelle ou une activité normale qui déclencherait l'application de ces règles spécifiques. Donc, contrairement au détachement, il n'y a pas, en matière en tout cas d'activité salariée, conditions qui tiendraient à la situation antérieure des personnes, et il n'y a pas non plus de conditions qui tiennent à la durée de ces opérations de mobilité. Il suffit qu'il y ait une mobilité significative, une activité normale, et que cette activité se produise dans plusieurs états. En théorie, on pourrait imaginer qu'un détachement qui dure plus de 2 ans, s'il répond aux conditions de l'article 13, pourrait être couvert par ces dispositions donc, de la pluriactivité. Qu'en est-il si on regarde les décisions de justice, ou ce qu'on en connaît, des personnes qui sont concernées par ces formes de pluriactivité? Alors, si on regarde les arrêts de la Cour de justice, on va trouver d'abord la situation des représentants de commerce, que Antoine Lyon-Caen d'ailleurs avait évoqué lors de la dernière séance, notamment dans un arrêt ingénieux de 1973, on avait un représentant de commerce qui parcourait l'Europe 9 mois par an avec sa caravane, et donc on a considéré qu'on pouvait appliquer ces dispositions à l'époque du règlement numéro 3. Mais on va trouver également d'autres situations extrêmement variées dans la jurisprudence ultérieure. D'abord, des professions artistiques qui vont opérer des tournées au sein de l'Union européenne, par exemple les patineurs artistiques de l'entreprise Holiday on Ice, qui se déplacent plusieurs mois par an à partir des Pays-Bas, ou encore les chanteurs de l'opéra de Bruxelles dans l'arrêt Banks. On va trouver également des avocats parfois, des gérants ou des dirigeants de sociétés, ou encore, situation peut-être tout aussi étonnante, des travailleurs saisonniers. Dans l'arrêt Arosa, il s'agissait de salariés qui étaient envoyés pour travailler sur des bateaux de navigation fluviale en France pour plusieurs mois chaque année. Et donc ces situations-là ont été considérées comme potentiellement des situations de pluriactivité. D'ailleurs, la qualification n'est pas toujours clairement retenue parce qu'on a des contentieux plutôt sur les certificats A1 dans beaucoup d'affaires. Et puis, parfois, on va trouver également des chauffeurs, notamment dans l'arrêt AFMB sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et même des intérimaires. Donc on voit que la pluriactivité sert à couvrir toutes sortes de situations, des activités temporaires, parfois très brèves, comme l'a dit Fabienne Jo tout à l'heure, parfois des activités durables, des activités d'ailleurs qui peuvent simplement être des activités qui se continuent sur des territoires d'États européens différents, donc c'est la même activité qui se prolonge, ou alors parfois ce sont des activités différentes. Donc l'appellation même de pluriactivité n'est pas satisfaisante. D'ailleurs, c'est une appellation qui est purement doctrinale. Elle n'est pas ni dans les textes, ni dans la jurisprudence. Elle est employée faute de mieux. Il me semble qu'il serait peut-être plus pertinent de parler de mobilité intermittente, mais voilà, le terme n'est pas du tout d'usage. Donc il faudrait peut-être trouver le bon terme pour désigner ces formes de mobilité extrêmement variées. Cette règle en soi n'est pas discutable. On peut même dire qu'elle est tout à fait indispensable à la libre circulation au regard des régimes de sécurité sociale. En effet, dès lors que les personnes se déplacent, le risque serait qu'il y ait un éclatement des régimes de sécurité sociale connus par les personnes, et cet éclatement des régimes de sécurité sociale susciterait d'infinies difficultés, d'abord pour accéder aux droits, puisque les cotisations sont une condition de l'ouverture des droits à prestations dans les régimes contributifs. Alors, comment organiser cela lorsque c'est dans différents États ?
les risques de double cotisation, c'est également très important. Et puis, on a sans doute également des questions gestionnaires, puisqu'il serait très difficile de cotiser dans un État et de recevoir des prestations dans un autre État sans que les règles soient véritablement unifiées. Donc, c'est pour ces raisons que les règles sur la pluriactivité permettent d'appliquer une seule législation de sécurité sociale. Le considérant numéro 18 bis du règlement 883/2004 évoque un principe d'unicité de législation applicable. La CJUE, de son côté, parle plutôt de la règle de l'unicité de la législation applicable. Le droit de la sécurité sociale, ici, accepte un certain dépeçage, refuse le dépeçage du statut des personnes, contrairement à ce que permet le règlement Rome 1, qui va permettre parfois de distribuer les règles entre la loi d'autonomie et les lois d'ordre public. On comprend que le droit de la sécurité sociale exige véritablement l'unicité du statut des personnes comme étant une condition véritablement de l'exercice de la libre circulation, sinon il serait tout à fait impraticable. La Cour de justice le dit d'ailleurs depuis très longtemps, notamment dans l'arrêt Fitzwilliam. Alors, concernant les règles de conflit appliquées en la matière, elles ne sont pas extrêmement compliquées, hein, elles sont détaillées dans l'article 13. Lorsque l'activité est une activité salariée, on va osciller entre la loi de l'état de résidence, notamment si le salarié, il y a dans l'état de résidence une partie substantielle de son activité salariée, ou alors, si ce n'est pas la loi de résidence du salarié, on va appliquer la loi du siège ou du domicile de son employeur, donc si elle n'exerce pas une partie substantielle de son activité dans l'état de résidence. Il y a des règles également spécifiques en cas de cumul d'une activité salariée et d'une activité non salariée, et encore d'autres règles qui concernent l'activité non salariée. Je ne rentre pas dans les détails, ça nous prendrait trop de temps, mais en tout cas, voilà, le règlement les énonce extrêmement clairement. Alors, ces dispositions ont suscité un certain nombre d'incertitudes qui semblent peu à peu se dissiper, mais pas complètement. Alors, sur les incertitudes qui ont été dissipées, le règlement d'application 987/2009 a apporté de très importantes précisions qui permettent de limiter un certain nombre de contournements. Notamment, il va préciser que la partie substantielle de l'activité dans l'état de résidence est une activité qui est au minimum de 25% du temps de travail et ou de la rémunération. Donc, on a des seuils qui ont été fixés pour éviter des domiciliations fictives, on va dire. Et puis, de même, ce règlement d'application a précisé qu'il fallait soit une activité distincte, soit des activités alternantes en permanence. Donc, tout cela permet de préciser un peu la nature des activités. Néanmoins, un certain nombre de débats persistent. Notamment, on a débattu lors de la révision, dont on a déjà, qui a été évoquée par Fabienne Jo tout à l'heure, la révision qui a échoué du règlement 883/2004. On s'est demandé s'il ne fallait pas préciser ce qu'est la réalité de l'activité de l'entreprise lorsqu'on applique ces législations pour déterminer le siège de l'entreprise ou son domicile. On souhaitait ainsi éviter la présence d'entreprises boîte à lettres qui seraient uniquement formellement employeurs du salarié. Alors le règlement n'a pas pu être adopté, néanmoins la Cour de justice dans l'arrêt AFMB du 16 juillet 2020 a opéré une clarification extrêmement importante en opérant la distinction entre des sociétés de gestion qui se contentent de conclure le contrat de travail et des entreprises qui exercent effectivement la gestion du personnel, le licenciement, etc. On doit, nous dit la Cour de justice, se fier à l'activité réelle donc, de ces entreprises. Donc là, c'est un progrès extrêmement important. Pour ce qui est des difficultés, il me semble, qui néanmoins vont persister malgré ces clarifications, il me semble qu'une question difficile est celle de l'appréciation du caractère substantiel de l'activité dans l'état de résidence. Nous avons un seuil de 25% au regard de la rémunération ou du temps de travail,
Mais 25%, sur quelle période de référence? Au fond, le texte ne le dit nulle part. Est-ce qu'il faut prendre le temps de référence de 1 an, qui est celui du détachement en droit du travail, 25% au regard des 2 ans du détachement en droit de la sécurité sociale, 25% au regard de quelle autre durée, finalement? On ne le sait pas. Les textes ici manquent de clarté, me semble-t-il. La réforma en 2012 a semblé dire qu'une succession de périodes longues ne constitue pas de la pluriactivité. Ce serait plutôt une succession d'occupations soumises à l'application de la lex loci laboris, mais finalement on n'a pas plus de repères que cela sur ce que sont des longues périodes dans lesquelles on va apprécier les 25% d'activité substantielle nécessaires. Donc là, c'est vraiment une difficulté qui, il me semble, n'est pas suffisamment clarifiée. De même, une question reste difficile à résoudre aujourd'hui, c'est celle de la distinction entre les activités salariées et les activités non salariées qui déclenchent des règles différentes. Quelle loi appliquer à la qualification de travailleurs salariés ou de travailleurs non salariés? L'arrêt R20 avait renvoyé au droit national, mais on sait que ces questions sont devenues extrêmement compliquées pour savoir ce qu'est un travailleur salarié ou pas, à travers ces débats que nous avons dans toute l'Europe sur le statut des travailleurs des plateformes, le développement de formes de travail para-subordonné ou de travail économiquement dépendant, des formes de présomption de salariat ou de non-salariat. En réalité, le renvoi à la qualification par le droit national permet des formes de mobilisation par les entreprises que nous ignorons à peu près complètement pour jouer sur ce qui serait travail salarié, travail non salarié. Et donc, il me semble que les règles ici mériteraient vraiment d'être clarifiées, mais c'est un débat extrêmement complexe que nous avons dans toute l'Europe sur ce qu'est un travailleur salarié ou un travailleur non salarié. Donc voilà pour ce tour d'horizon que je souhaitais faire sur cette qualification d'activité de parasubordination. Maintenant, je vous propose, si vous me laissez encore quelques minutes, simplement quelques interrogations sur finalement l'application de ces règles, les difficultés qu'elles suscitent véritablement. 2 interrogations, simplement. Première interrogation, est-ce que ces règles sur la pluriactivité ne favorise pas ce qu'on peut appeler un modèle de droit social low cost, puisque les entreprises, à travers ces règles assez flexibles, sont conduites à faire des choix du statut applicable aux salariés en fonction des réglementations applicables. On voit par exemple dans l'arrêt Holiday on Ice, une entreprise choisir de localiser ses salariés aux Pays-Bas avant de les envoyer dans les autres pays d'Europe. Et puis d'ailleurs, ces salariés proviennent eux-mêmes d'États tiers, donc ce qui permet évidemment d'éluder un certain nombre de règles. De même, dans l'arrêt Arosa, le fait de simplement choisir ces formes de pluriactivité pour des emplois saisonniers, est-ce que ce n'est pas simplement permettre aux entreprises de jouer sur le coût de la main-d'œuvre en termes de cotisation de sécurité sociale et donc de favoriser un modèle d'emploi low cost qu'on va diffuser à travers toute l'Europe en instituant une concurrence entre des États à bas coût de main-d'œuvre et des États à coût de main-d'œuvre plus onéreuse. Donc évidemment, première question qu'on pourrait avoir sur le déséquilibre que ces règles vont permettre entre les droits économiques et les droits sociaux. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas, la pluriactivité n'est pas toujours utilisée à cette finalité-là, mais les règles telles qu'elles ont été imaginées ne permettent pas de contrôler systématiquement ces stratégies d'entreprise. On peut même dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces formes de pluriactivité est tout à fait conforme au droit, ce n'est pas de la fraude, c'est une certaine lecture des règles qui est faite par les entreprises, c'est une mobilisation des règles, et il ne faut pas s'attendre à ce que les règles sur la fraude permettent de véritablement corriger cette situation-là. Deuxième difficulté, rapidement pour terminer, c'est la question de la cohérence du statut des personnes.
Les règles du droit de la sécurité sociale vont permettre une certaine cohérence en donnant un statut unique au regard du droit de la sécurité sociale. Mais cette cohérence est-elle vraiment complète? Deux aspects, il me semble, à envisager. D'abord, la cohérence ne va concerner véritablement que la protection sociale de base, hein, le premier pilier. Ça concerne uniquement la sécurité sociale de base, et les régimes complémentaires ne sont pas touchés. Par exemple, la protection sociale complémentaire, la prévoyance ne va pas être concernée par ces aspects de coordination, en sorte que les personnes pourraient être soumises à la fois à des lacunes ou à des doubles cotisations selon les règles applicables à ces régimes complémentaires, qui relèvent d'ailleurs plutôt, il me semble, du côté du droit international, du droit des assurances. Mais j'imagine que Fabienne Jo connaît beaucoup mieux ces questions-là que moi-même. De même, autre question sur le statut des personnes, la question de la cohérence d'une dissociation entre le statut du travail et le statut du droit de la sécurité sociale. Est-ce que cela a vraiment un sens aujourd'hui de permettre qu'il y ait une dissociation entre l'application des règles du droit de la sécurité sociale et les règles du droit du travail? Prenons l'exemple de la question de la sécurité au travail. En application des règles sur la pluriactivité, on pourrait tout à fait appliquer en France donc un régime de protection sociale en matière d'accident du travail, qui est un régime polonais, par exemple, pour des salariés pluriactifs qui ont une résidence en Pologne. Et on aurait donc cette situation que les travailleurs seraient, du point de vue de la sécurité et de la santé, régis par un certain nombre de règles d'ordre public françaises, mais alors on ne va pas appliquer en la matière ni les règles françaises sur la définition de l'accident du travail, ni on va appliquer les accords collectifs qui vont concerner la prise en charge des accidents du travail sur le lieu de travail. On ne va pas respecter donc toutes les conséquences qui ont pu être négociées sur les règles de prévention dans l'entreprise, alors que la question des risques professionnels devrait faire l'objet d'une appréciation unitaire. Le découpage entre santé au travail du côté du droit du travail et du côté du droit de la sécurité sociale pose, me semble-t-il, un certain nombre de problèmes. Mais évidemment, la question serait de savoir comment résoudre ces conflits qu'il peut y avoir entre des diversités de statuts. Il est très difficile d'imaginer des règles pertinentes à partir du moment où on accepte que des personnes qui travaillent en dehors de leur état de résidence puissent être soumises à des lois différentes sur leur lieu de travail. Tout cela pose de très nombreuses difficultés. Donc, en conclusion, j'espère ne pas être trop long, on peut dire que le droit de l'Union européenne donne une place extrêmement importante à la pluriactivité. Ce sont des règles qui sont indispensables pour favoriser la libre circulation du point de vue du droit de la sécurité sociale. Mais ces règles suscitent encore un grand nombre de difficultés du fait qu'elles sont assez peu cadrées du point de vue des situations qu'elles recouvrent, et du fait également qu'elles favorisent un certain nombre d'optimisations sociales de la part des entreprises que le droit aujourd'hui a beaucoup de mal à cerner et à simplement contrôler et encadrer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, et je vous remercie pour votre attention. Je suis vraiment désolé. Merci.